Bien, bonjour à tous. Nous commençons avec un petit peu de retard. Alors, comme vous le voyez, nous sommes dans des conditions qui sont physiquement beaucoup plus confortables, qui éventuellement ce matin seront intellectuellement aussi exigeantes qu'hier, naturellement, du point de vue des contenus, et peut-être plus exigeantes du point de vue linguistique, puisque nous avons deux communications en anglais, et que malheureusement, dans le cadre du budget dont je disposais, nous avons pu mettre en place une traduction simultanée du français vers l'anglais pour que nos collègues anglophones puissent suivre la discussion, mais pas dans l'autre sens. So that's the reason why I'm asking you if it's possible to speak slowly, langsam und deutlich. Das ist für ihn. Parce que le professeur Rousse vit à Berlin en ce moment, donc je fais appel aussi à l'allemand. Je ne sais pas le dire en chinois, mais si vous pouvez donc parler un anglais assez lent. C'est la langue qui s'impose, donc on va présumer une capacité moyenne à vous suivre, mais il ne faut pas que cette présomption soit trop forte. Alors, nous allons commencer quand même à titre de... Nous allons commencer l'intervention en français. Je suis très heureux d'accueillir ici Pierre Rodière, qui est un vieil ami. J'évoque ça parce que nous avons préparé l'agrégation ensemble. Et c'est un lieu... parmi les professeurs de droit, il y a cette devise Dieu a inventé l'agrégé et le diable a inventé les collègues. Et je dois dire que Pierre est resté aussi un de mes meilleurs collègues. Je le remercie beaucoup d'être venu du Midi où il vit actuellement pour nous parler donc du sujet dont il est l'orfèvre incontesté en France, c'est-à-dire du droit social communautaire et de la solidarité envisagée de ce point de vue. Donc Pierre, tu as la parole. Alain, je te remercie de l'honneur que tu me fais de pouvoir parler devant cette belle assemblée, du piège que tu m'as tendu aussi, dans lequel je suis tombé, et je suis encore un peu au fond du trou. Enfin, il me revient donc de parler de la solidarité sociale en droit européen. Je parlerai plutôt des solidarités, et d'ailleurs je ne sais pas si je parlerai de solidarité, en définitive, au sens le plus étroit, le plus juridiquement correct du mot, où ça ne se fera que parfois, de façon plutôt secondaire ou incidente. Il est vrai que la solidarité, on la rencontre fréquemment dans le texte même du traité sur l'Union européenne ou sur le fonctionnement de l'Union. C'est une formule récurrente où il s'agit en particulier de solidarité entre les peuples qui est liée à l'idée d'un processus qui conduit vers une union sans cesse plus étroite entre ces peuples. On la rencontre aussi à propos de la cohésion économique, sociale et territoriale du Fonds social européen. Mais là, on la rencontre uniquement dans une annexe, une déclaration en annexe. Je n'ai pas l'intention de parler du Fonds social européen pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'est ennuyeux. La seconde, c'est que le Fonds social a tout de même quelques effets de solidarité, puisqu'il distribue des subsides pour en particulier aider au développement de l'emploi ou à la reconversion vers de nouveaux emplois. Mais c'est une solidarité qui ne marche pas très bien, comme beaucoup d'autres, puisque l'idée que des États mettent des fonds qui vont vers les besoins qui se dégagent ici et là au sein de l'Union européenne. Or, chaque État a plutôt tendance à vouloir récupérer sa mise, suivant, disons, quelque chose qui est quasi instinctif. Ce qui donne d'ailleurs une idée immédiate du fait que la solidarité fonctionne assez peu et assez mal
dans l'Union européenne actuelle. C'est en quelque sorte le bilan que l'on tirera d'ailleurs de mes propos, bilan qui peut à certains égards apparaître comme un peu polémique. La solidarité, on la trouve dans la jurisprudence de la Cour de justice. On la trouve à propos des organismes de protection sociale, de la qualification d'entreprise ou non de ces organismes. Jean-Pierre Laborde en a parlé hier, j'y reviendrai quelques instants. Là, il s'agit de solidarité, du principe de solidarité que l'on connaît bien dans le droit de la sécurité sociale française. En gros, c'est à peu près tout, si l'on considère ce qui est de l'ordre du droit proprement positif. Dans ces conditions, je m'autoriserai, au fond, de ce que j'ai aussi entendu hier, c'est-à-dire la polysémie extrême du mot solidarité, les contacts multiples, les contacts extrêmement nombreux de ce mot ou de ce concept avec des concepts voisins. Et je prends le mot d'ailleurs dans un sens qui est large, celui qui est aussi sans doute étymologiquement le plus exact, c'est-à-dire que la solidarité, c'est au fond ce qui réunit ou ce qui soude. Et quand on y réfléchit, au fond, la question de la solidarité, c'est un peu celle de savoir si l'Union européenne mérite bien son nom. C'est-à-dire, est-ce qu'on en arrive à ce qui serait solidaire parce que uni. Pour en parler, j'irai successivement dans 4 directions. La première concerne l'action que j'appelle l'action normatrice européenne, dans le cadre de l'Union européenne, normatrice pour distinguer entre l'action législative, celle qui vient du législateur européen ou qui peut venir de ce législateur, en distinguant cette action législative de l'action prétorienne, celle qui vient de la Cour de justice de l'Union européenne. On peut à cet égard opposer une faiblesse assez marquante de ce qu'est l'intégration législative qui irait, je dis bien irait, dans le sens que lui a donné le traité initial, le traité de Rome, c'est-à-dire une action se dirigeant vers un rapprochement des législations, une réunion ensemble de ces législations dans le sens du progrès. C'est non pas sans doute un échec complet, mais tout de même, cette intégration positive n'avance que très lentement et peut-être parfois un peu en sens inverse. Mais s'agissant de l'intégration prétorienne, celle-ci semble être plus active. La Cour de justice montre de l'activité, mais c'est une activité dont on peut dire qu'elle va vers une intégration, celle-ci plutôt négative. Ce sont donc les 2 points que je mettrai en opposition. S'agissant de l'intégration législative, d'une certaine façon, le problème vient de la subsidiarité, ou plutôt des subsidiarités, parce que les choses ont fait petit à petit par l'évolution que plusieurs subsidiarités s'entremêlent aujourd'hui dans le système législatif qui est celui de l'Union européenne. Il y a d'abord celle qui est tout à fait bien connue et qui était là dès l'origine, celle qui veut que l'action de la communauté, aujourd'hui l'action de l'Union, se fasse à titre subsidiaire, uniquement si les États n'exercent pas suffisamment des compétences qui, en matière de politique sociale, dans le domaine social, demeurent principalement des compétences nationales. À l'État d'agir si l'on est devant un échec de l'action législative nationale, si celle-ci ne permet pas de réaliser les objectifs qui sont ceux de la communauté ou de l'Union. Mais il y a une autre subsidiarité, c'est celle qui vient du rôle qui a aujourd'hui été donné aux partenaires sociaux. Les partenaires sociaux peuvent,
décidé de conduire un processus de négociation qui, d'une certaine façon, prive les institutions ordinaires de l'Union européenne de leur possibilité d'agir. Si les partenaires sociaux entendent agir, à ce moment-là, la Commission, les autres institutions de l'Union se retirent provisoirement du jeu. Et puis on peut aussi parler de subsidiarité nouvelle avec la méthode dite ouverte de coordination, cette subsidiarité qui, au fond, a été, non plutôt cette méthode qui a été inventée pour s'exprimer dans des domaines où l'Union ne possède pas de compétences pour harmoniser les législations, pour les rapprocher. Mais cette méthode tend à s'infiltrer là où l'Union possède des compétences, dans une concurrence avec les compétences institutionnelles qui sont celles de l'Union. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une tendance assez forte à vouloir appliquer une méthode douce qui ne conduit pas vers des normes contraignantes, et ceci souvent au détriment de l'application d'une méthode dure, celle qui passe par des directives ayant un caractère contraignant. Voilà un ensemble de subsidiarités à partir desquelles on peut se dire qu'effectivement, il y a assez peu de chances que les choses puissent avancer dans le sens d'un rapprochement qui soit un rapprochement efficace, j'utilise le mot, des législations sociales propres à les souder ensemble dans le cadre d'une Union européenne. Pour la première de ces subsidiarités, j'ajoute que c'est une subsidiarité, celle qui est la subsidiarité classique, c'est une subsidiarité renforcée. Renforcée tout simplement parce que le principe de l'unanimité reste très vivant dans les domaines les plus sensibles, qui sont ceux de l'action législative en droit du travail. Renforcée surtout dans la mesure où, en matière de sécurité sociale, on ne peut même pas parler véritablement de compétences qui soient attribuées à l'Union européenne sans être en même temps retenues de sorte que l'Union européenne ne puisse guère exercer la compétence qui est la sienne. En matière de sécurité sociale, et c'est cela qui est assez, non pas paradoxal, mais enfin c'est assez piquant de le noter, en matière de sécurité sociale, c'est-à-dire là où le principe de solidarité est en droit interne français et ailleurs le plus vivant, dans ce domaine, l'Union, au fond, ne peut pas faire grand-chose. Elle peut faire des efforts de convergence douce, mais cela s'arrêtera là. Et puis, il y a aussi autre chose qui s'est passé avec le traité de Lisbonne et qui semble vouloir avoir des effets. Ce n'est pas simplement, disons, quelque chose qui reste au plan des textes sans application. C'est le rôle qui est donné aux parlements nationaux. Les parlements nationaux surveillent aujourd'hui et peuvent surveiller de près que l'Union respecte le principe de subsidiarité. Et on a vu d'ores et déjà des réactions des parlements nationaux, avec le Parlement français en tête, le Sénat en tête, qui ont empêché que soit développée une action de l'Union dans un domaine où, au fond, le respect du principe de subsidiarité était tout à fait douteux. Je dirais également un mot, non pas sur la méthode ouverte de coordination, celle-ci, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on tente une coordination douce. Et si la tentative échoue, et c'est là qu'il y a de la subsidiarité dans l'air, peut-être à ce moment-là ira-t-on vers une législation dure. J'en parlerai tout de même à propos de l'action des partenaires sociaux. Parce que les partenaires sociaux se sont vus donner, depuis le traité d'Amsterdam, des prérogatives qui sont extrêmement importantes. Les partenaires sociaux peuvent développer un processus de négociation collective qui, éventuellement, peut conduire jusqu'à l'adoption d'une directive qui donne une force contraignante à leur accord. Or, il semble, compte tenu de l'évolution qui s'est faite depuis quelques années, que les partenaires sociaux préfèrent plutôt la voie douce à celle qui conduit vers des directives à caractère contraignant, plutôt que d'aller vers une décision du Conseil qui donne une force normative dure à leur accord. Ils préfèrent passer eux-mêmes par une méthode autonome qui permettra, par des négociations nationales, de donner des effets à ce qui a été convenu dans le cadre de l'accord collectif européen.
mais cette méthode douce, on voit tout de suite qu'elle ne peut avoir que, cette autre méthode, disons plutôt, qu'elle ne peut avoir que des résultats assez insatisfaisants, dans la mesure où, d'un pays à l'autre, l'efficacité de la négociation collective est extrêmement différente. Il y a des pays où c'est la France, où une convention collective est un texte qui crée du droit et du droit dur qui s'impose à tous, mais il y en a d'autres où ce n'est pas ainsi. On voit donc comment l'utilisation de cette autre méthode, la méthode autonome, est plutôt propre à, disons, créer des disparités dans les résultats de la négociation collective européenne. Tout ceci pour dire qu'on en reste aujourd'hui à quelque chose qui est tout de même assez désuni en ce qui concerne l'action ou l'intégration législative qui se fait dans le cadre de l'Union européenne. Inversement, pourrait-on dire, il y a une certaine force, je dis bien une certaine force de l'intégration prétorienne à caractère, celle-ci, plutôt négatif. Tout le monde connaît les arrêts Viking et Laval de décembre 2007 qui ont été un bon révélateur de ces possibilités que la Cour de justice de l'Union européenne procède à une intégration de type négatif. Dans ces arrêts, il s'agit du droit de grève et du droit syndical, c'est-à-dire de deux domaines pour lesquels l'Union européenne est privée de compétences normatives, pas de compétences législatives, au niveau, dans le cadre de la politique sociale, pour réglementer droit syndical et droit de grève. Et malgré cette absence de compétences, bien que la compétence reste exclusivement nationale, la Cour de justice, suivant une formule que l'on trouve dans des quantités d'arrêts, la Cour de justice estime que dans l'exercice de leurs compétences nationales, exclusivement nationales, les États membres doivent respecter le droit communautaire et notamment les dispositions du traité relatives aux libertés de circulation. Dans ce membre de phrase, on trouve en résumé quelque chose qui est certainement l'un des points les plus forts dans le fonctionnement du système de l'Union européenne actuellement, c'est-à-dire la volonté marquée de la part de la Cour de justice de faire respecter les libertés de circulation ou encore la liberté des échanges. C'est le point fort de la jurisprudence de la Cour de justice. L'argumentation que va suivre la Cour de justice, en définitive, est la suivante. On reconnaît dans le droit de mener une action collective une valeur, on reconnaît au droit de mener une action collective une valeur fondamentale. On sait que l'Union n'a pas compétence pour réglementer ce droit, et malgré cela, dès l'instant où l'exercice d'une liberté de circulation, qui est un élément en quelque sorte inhérent à la Constitution, au fondement même, à l'histoire même de l'Union, dès l'instant où l'exercice d'une liberté de circulation est en cause, le déclenchement d'une grève doit répondre à un motif raisonnable et l'action collective doit épouser une forme qui restreint aussi peu que possible la liberté de circulation qui est en question. En quelque sorte, on est dans un domaine d'incompétence, mais l'incompétence s'est muée en une espèce de compétence, c'est du gouvernement des juges, pour parler simple. Ce que j'ai dit sur le droit de grève, sur le droit syndical, concerne des domaines d'action pour lesquels l'Union n'est pas compétente. Mais on peut aller plus loin vers des domaines d'action pour lesquels l'Union a une forme de compétence. Je ne développerai pas ce point, mais on a vu comment, en matière de sécurité sociale, il y a une décision de 2009 en particulier qui est à cet égard tout à fait significative. En matière de sécurité sociale, on constate comment la Cour de justice, suivant un mode de raisonnement comparable à celui que l'on vient de voir, va dire que les compétences appartiennent aux États membres et va condamner une réglementation nationale de la façon la plus nette qui soit. Tout cela se fait d'ailleurs au titre d'une coopération loyale entre l'Union et les États. Coopération loyale qui demande aux unions de coopérer loyalement, mais inversement, on se demande si cette coopération loyale qui est conçue comme étant mutuelle ne devrait pas se traduire également par une loyauté de l'Union ou de la Cour de justice à l'égard des États.
On voit que tout cela nous mène à une conclusion, c'est que l'on est dans un ordonnancement normatif disparate et peu solidaire. C'est ce qui se confirme d'une certaine façon en voyant dans un deuxième point ce qu'il en est de la solidarité dans ses relations avec la citoyenneté européenne. Inutile d'insister sur l'existence de relations fortes entre solidarité et citoyenneté. Cela s'impose à l'évidence. La citoyenneté, dans le système qui est celui que l'on vient de décrire rapidement, cette citoyenneté se présente au fond, où la solidarité qui se lie à la citoyenneté se présente comme la citoyenneté elle-même. La citoyenneté ne remplace pas, la citoyenneté européenne ne remplace pas la citoyenneté ou les citoyennetés nationales. De la même façon, le droit européen n'a nullement remplacé les droits nationaux. Il y a des éléments normatifs européens, mais le droit social reste un droit principalement national. En matière de sécurité sociale, on pourrait même dire qu'il est exclusivement national. De sécurité sociale, plus généralement de protection sociale. Si bien que la citoyenneté européenne apparaît comme une voie d'accès vers les solidarités nationales, vers l'application des droits nationaux. Cette voie d'accès, c'est une voie qui est sujette à dérogation, sujette à conditions et à limitations. Le traité le dit lui-même. De la citoyenneté, il résulte une avancée bien connue, c'est que désormais, toutes les personnes, actives ou non, entrent sous cette citoyenneté et ont un droit de circulation à l'intérieur de l'Union européenne. Je m'arrêterai à ce sujet à un point en particulier, c'est celui qui concerne le cœur même de la solidarité, c'est-à-dire l'assistance et l'aide sociale. Assistance et aide sociale, dans le système qui est aujourd'hui en place, la solidarité, d'une certaine façon, s'exprime à l'égard de celui qui est actif ou de celui qui est fortuné, du citoyen de l'Union actif et fortuné. Mais il y a la question de celui qui est inactif et démuni. Celui-ci ne doit pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil. C'est ce que disent les textes. Il ne doit pas être une charge déraisonnable. Certes, il faut une certaine solidarité financière, dit la Cour de justice. Il faut un certain degré de solidarité. Jusqu'où va ce degré de solidarité? Je n'en prendrai qu'un exemple pour montrer que cela ne va pas très loin. Cet exemple, c'est celui du demandeur d'emploi. Le demandeur d'emploi, citoyen de l'Union, est parti rechercher un emploi sur le territoire d'un autre État membre que le sien. Il peut y rester, il a un droit de séjour provisoire. Tant qu'il a une chance de trouver un emploi, il ne peut pas être obligé de quitter le territoire. Mais, passé un délai raisonnable, on peut lui signifier l'obligation de repartir. Que la citoyenneté de l'Union lui offre-t-elle un droit d'obtenir une aide à l'emploi? Oui, dit la Cour de justice, la citoyenneté requiert la possibilité d'allouer une aide à l'emploi à ce demandeur d'emploi. Mais sous quelles conditions? Celle d'avoir un lien réel avec le marché du travail, c'est-à-dire d'avoir recherché pendant une durée suffisamment longue et raisonnable sur le marché du travail de l'État d'accueil. À partir de là, on a un schéma qui est assez curieux. C'est celui qui, voulant, à partir de la jurisprudence de la Cour de justice, que, passé un délai raisonnable de recherche d'emploi, le ressortissant d'un État membre, d'un autre État membre, le citoyen de l'Union, pourra obtenir une aide. Mais, passé ce délai raisonnable de recherche d'emploi, ce ressortissant d'un État membre pourra se voir signifier l'obligation de repartir dans son pays. En quelque sorte, il peut obtenir une aide à l'emploi au moment où il doit repartir. Et ce type de raisonnement un peu forcé peut-être, c'est celui que l'on peut faire, ce type d'analyse également s'agissant des étudiants. On a une jurisprudence analogue pour les étudiants. Je force peut-être un peu le trait, mais ce qui est tout de même certain, c'est que pour entrer dans une solidarité nationale, il faut un lien réel avec le pays d'accueil qui offre sa solidarité. Il faut une intégration et une activité d'intégration, il faut du temps.
Et inversement, on voit comment, toujours malgré la citoyenneté, le fait de ne pas résider sur le territoire d'un État de l'Union pour un citoyen d'un autre État, pour un ressortissant d'un autre État, éloigne de la solidarité nationale. Et sur ce point, je ne prendrai également qu'un seul exemple. Il est parfaitement illustratif, et illustratif d'une évolution d'ailleurs. On connaît en France d'une allocation supplémentaire vieillesse, qui est l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. Le principe, en droit de l'Union européenne, c'est l'exportabilité des prestations. La Cour de justice a fait triompher ce principe malgré les résistances qui étaient celles de l'administration française et a imposé que l'administration française consente à l'exportation de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité vers des ressortissants d'un autre État membre qui repartent vers leur pays, en général le pays de leur nationalité. Les choses ont changé. Est apparue en 1992, si je ne me trompe, la notion de prestations spéciales non contributives qui peuvent ne pas être exportées. Et d'exportable, l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est devenue non exportable. Retour de la condition de résidence après que, pendant une certaine période, cette condition de résidence ait pu être levée. C'est un exemple, mais cet exemple est également assez significatif du fait que, malgré un certain nombre, disons, d'avancées ou d'efforts qui ont été faits en ce sens et qui sont des efforts ayant produit des résultats, la condition de résidence demeure bien vivace comme condition d'accès à la solidarité nationale. Je ne parlerai pas, même si c'est intéressant, mais je n'ai pas le temps, de la question des discriminations à rebours dans qui opposent les situations internes, les ressortissants de l'Union dans des situations internes, aux ressortissants de l'Union qui sont dans des situations de circulation entre États membres. Celui qui ne circule pas peut être dans une situation moins favorable que celui qui circule, mais dans la mesure où il ne circule pas, il ne peut pas se réclamer des dispositions qui sont celles relatives à la circulation des personnes. Et cette situation défavorable de celui qui ne circule pas, qui est caractérisée comme une situation de discrimination à rebours, cette situation, cette difficulté n'a nullement été corrigée par la citoyenneté européenne, alors qu'on attendait de la citoyenneté européenne qu'elle le fasse. Ça ne s'est pas fait, et on en reste aujourd'hui à une distinction entre la situation de celui qui circule, qui est favorisé, et c'est le leitmotiv, cette faveur pour la circulation, cette faveur pour les échanges, et celui qui ne circule pas, qui peut être défavorisé. Pour ne plus l'être, il faut des interventions, mais des interventions qui ne peuvent pas être celles de l'Union, puisqu'on n'est pas dans le cadre des dispositions du droit de l'Union. Il faut, encore une fois, que ce soit les États eux-mêmes qui fassent l'effort pour supprimer les discriminations à rebours. Dernière observation à propos de la citoyenneté, dernière observation que l'on peut tirer d'une jurisprudence dont je n'ai pas le temps de parler, qui concerne des ressortissants des pays tiers ayant des liens de famille avec des citoyens de l'Union. Ces liens de famille peuvent conduire à ce que ces ressortissants de pays tiers ne pourront pas se voir signifier l'obligation de quitter le territoire d'un État membre et plus généralement le territoire de l'Union. Il est intéressant d'observer, là c'est un point positif dans la jurisprudence de la Cour de justice, que celle-ci a institué l'existence d'un droit inconditionnel des citoyens de l'Union à vivre au sein de l'Union. Mais ceci s'est fait en ce qui concerne la situation de personnes, de citoyens de l'Union en relation avec des ressortissants extérieurs à l'Union. Et cela rejoint une observation générale que l'on a pu souvent faire, c'est qu'une solidarité prend naissance petit à petit, à pas lents, mais tout de même en avançant régulièrement, qui est une solidarité entre les ressortissants des pays tiers et les citoyens de l'Union qui circulent à l'intérieur de la communauté. La solidarité est une solidarité de circulation, une solidarité de mobilité. C'est un peu la philosophie qui s'exprime au sein de l'Union.
J'ai 5 minutes, ça suffira pour parler des droits sociaux fondamentaux. Je voulais parler un peu de la concurrence, mais je n'en parlerai pas. C'était d'ailleurs un peu l'idée que j'avais dans la tête. Solidarité et droits sociaux fondamentaux. Évidemment, il faut en parler des droits sociaux fondamentaux, puisque dans la charte, non pas la charte des droits sociaux, mais la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le mot solidarité est utilisé. C'est même celui qui fédère le plus grand nombre des droits sociaux fondamentaux. C'est l'étiquette des droits sociaux. Est-ce que cela veut dire que la solidarité sous-jacente à ce titre va se réaliser, va s'enraciner dans l'Union européenne avec une protection des droits sociaux fondamentaux? Là encore, on peut avoir des doutes sérieux sur le sens que pourrait avoir l'évolution. Et le système est fait, c'est la première observation que je ferai à ce sujet, pour que cette solidarité concernant les droits sociaux fondamentaux soit mise à la merci des bonnes volontés législatives, celles des États ou encore, accessoirement, celles de l'Union. On sait que dans la charte, dans le traité, un luxe extrême de précaution a été pris pour faire clairement comprendre que la charte, non seulement n'étend pas les compétences de l'Union, mais ne crée aucune tâche, aucune obligation nouvelle à la charge de l'Union européenne. La charte est faite pour encadrer les dispositions de l'Union, elle n'est pas de commander une action de protection des droits fondamentaux. C'est vrai en général, c'est vrai plus particulièrement encore en ce qui concerne les droits sociaux fondamentaux. Pour les droits sociaux fondamentaux, c'est encore plus vrai dans la mesure où il y a cette distinction obscure qui a été introduite pour des raisons politiques et pas du tout juridiques, ou diplomatiques et pas du tout juridiques, la distinction des droits et des principes. Mais s'agissant des principes, les principes, ce sont avant tout les droits sociaux fondamentaux qui viennent entrer sous cette notion de principe. Et à cette notion de principe, on a voulu lier des histoires de justiciabilité réduite qui sont, bon, disons, un peu obscures, voire bidons. En réalité, la réalité est autre. C'est que à la notion de principe s'associe, une fois encore, la possibilité que la protection du droit qui est qualifié en tant que principe ne se fasse pas. Ces principes sont protégés conformément aux droits de l'Union et aux législations et pratiques nationales, est-il dit de façon répétée au sein de la Charte des droits fondamentaux. C'est une manière assez claire de dire que la réalité positive du principe, son effectivité, dépend de l'existence d'une norme de l'Union ou d'une norme nationale qui en assure la protection. Si cette norme n'existe pas, le principe n'est pas protégé. Le principe demeure sans protection. Et on peut aller plus loin dans l'analyse, mais cela je ne le ferai que par simplement deux espèces de citations. On peut aller plus loin dans l'analyse, ou on va beaucoup plus loin dans l'analyse, même si l'on rapproche ce qui est dit au sein de la Charte et dans le cadre du droit de l'Union de ce qui vient du Conseil de l'Europe avec la Convention européenne des droits de l'homme d'un côté et la Charte sociale européenne de l'autre. Deux citations, c'est à peu près cela. La Cour européenne des droits de l'homme a constaté que l'Union fait des efforts importants dans la protection des droits de l'homme. Et elle a donné acte à l'Union et à la Cour de justice de cette bonne volonté harmonisatrice en ce qui concerne la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et dans un arrêt Bosphorus de 2005, la Cour européenne des droits de l'homme a posé la présomption que le droit de l'Union offre une protection des droits de l'homme équivalente à celle assurée par la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne. Pour les droits de l'homme, une harmonie semble bien s'être établie avec une volonté commune d'assurer ensemble une protection équivalente des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Charte sociale européenne, c'est le texte du Conseil de l'Europe
où se trouvent les droits sociaux fondamentaux, en dehors de la liberté syndicale qui appartient à la Convention européenne des droits de l'homme. Et pour la Charte sociale européenne, il y a un organe de contrôle, c'est le Comité européen des droits sociaux. Ce Comité européen des droits sociaux, je cite ce qu'il a dit dans une décision CGT contre France de 2010, se référant à l'arrêt Bosphorus, à la présomption dont je viens de parler, le Comité des droits sociaux dit qu'aucune présomption de conformité du droit de l'Union à la Charte sociale, même réfragable, ne saurait être retenue. C'est dans ces termes. Manière de dire que pour le Comité des droits sociaux, celui qui interprète et qui demande aux États de respecter la Charte sociale européenne, c'est un peu comme une guerre qui s'est ouverte avec la Cour de justice de l'Union européenne. Dernier point sur la solidarité, et je m'arrête là. La solidarité, on voit bien également qu'elle est laissée, on s'en rend compte, à la disposition des législateurs nationaux, des protections ou des bonnes volontés législatives nationales. Elle l'est plus particulièrement pour les droits sociaux que pour les droits de l'homme. Il y a une supériorité des droits de l'homme ou des droits civils sur les droits sociaux, avec au milieu, avec au centre du tout, la question de la liberté syndicale. Mais pour la liberté syndicale, justement, c'est le deuxième point à propos de la solidarité, on voit comment la solidarité en matière de liberté syndicale, d'action collective, de négociation collective, se trouve clairement placée sous le joug de la liberté des échanges. J'en reviens un instant aux arrêts Viking et Laval, et pour résumer au fond ce qu'ils disent, ou ce qu'il faut en faire dire, s'agissant précisément de la protection des droits sociaux fondamentaux et de l'action collective de façon plus précise, la Cour de justice, au fond, reconnaît au droit d'action collective une valeur fondamentale, mais elle procède avec ce droit qui a une valeur fondamentale exactement sans différence, comme s'il s'agissait d'un droit quelconque, d'un droit ordinaire. C'est-à-dire qu'elle demande à celui qui exerce ce droit fondamental de justifier l'usage qu'il fait du droit, le dosage dans cet usage, ceci à partir du moment où il gêne par son action la liberté de circulation. Ce qui est dit ici l'est pour le droit de grève, mais ça vaut pour le droit syndical, et cela vaut tout autant pour le droit de négociation collective. Sans doute les choses devraient-elles changer, puisque désormais, droit de grève, liberté syndicale, droit de grève, droit de négociation collective sont entrés sous la protection de la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte qu'on est aujourd'hui dans une période qui est une période charnière où l'on se demande si la belle harmonie entre la jurisprudence des deux cours, entre les deux ordres juridiques, le mot ordre juridique étant trop, mais tant pis, si cette belle harmonie va se vérifier en ce qui concerne la protection de ce qui est au cœur de la solidarité sociale, c'est-à-dire les droits sociaux collectifs, ou si on va en rester à une situation qui permettrait toujours au Comité européen des droits sociaux de se déclarer en guerre avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Je m'arrête là. J'avais quelques conclusions, mais je pense que ces conclusions, vous avez pu les tirer par vous-même. Elles sont plutôt, disons, assez négatives ou assez pessimistes sur l'état de la solidarité dans le cadre du droit de l'Union européenne. Merci beaucoup, Pierre, de cet exposé qui... Enfin, j'ai eu le privilège d'avoir une version écrite où il y a beaucoup d'aspects que tu n'as malheureusement pas eu le temps de traiter. Peut-être on pourrait y revenir sous forme de questions si nous avons un petit temps pour la discussion. Je crois qu'on peut retenir notamment de cet exposé une notion qui a été avancée, je pense, la première fois en Allemagne par Fritz Scharpf en 2008 ou 2009. C'est l'idée d'intégration négative que tu as repris, c'est-à-dire on a le sentiment que le droit de l'Union européenne a la capacité de
démanteler progressivement les solidarités nationales, mais sans avoir la capacité corrélative de construire des solidarités au niveau de l'Union, ce qui enferme. Alors je ne sais pas si cette vision, tu y souscrirais, mais nous aurons l'occasion d'y revenir donc dans la discussion.